Tout le monde connaît Bruno Mars, l'artiste, mais personne ne connaissait le vrai Bruno. L'enfant qui a donné un zéro concert avant l'âge de 10 ans. L'adolescent qui dormait dans des zoos abandonnés. L'homme qui a tout perdu au jeu. À 40 ans, Bruno a décidé de tout raconter. Pas seulement ses dettes, pas seulement le départ de Jessica, mais le traumatisme d'enfance qui l'a propulsé vers la célébrité. L'addiction qui a failli anéantir sa carrière et le lourd secret de famille qu'il porte depuis des décennies. Ces révélations vont tout changer. Bruno Mars n'avait que 4 ans alors que la plupart des enfants apprenaient encore à lire. Tandis que les autres jouaient avec des jouets, il donnait déjà 2 concerts par soir, 5 jours par semaine. Sa famille possédait un groupe musical à Waikiki et il en était devenu la vedette. On le surnommait Petit Elvis, car il portait une minuscule combinaison à paillettes et imitait les pas de danse d'Elvis Presley avec une facilité déconcertante. Il était si doué qu'en 1990, à seulement 5 ans, il a volé la vedette lors du spectacle de la mi-temps de l'Aloha Bowl devant 40 personnes. À 6 ans, il était invité au Arsenio Hall Show. Il obtint ensuite un petit rôle dans le film Lune de miel à Las Vegas en 1992 et gagna 6 cents pour une journée de travail. Il plaisanta plus tard en disant que c'était sa première résidence à Las Vegas. Avant même d'avoir 10 ans, il avait déjà donné près de un 0 spectacle. Ce genre de début forge quelque chose de profond en soi. C'est peut-être pour cela que des années plus tard, lors des répétitions pour le spectacle de la mi-temps du Super Bowl, il a dit avoir eu l'impression d'être en récréation. Mais cette période faste n'a pas duré. Quand Bruno eut 12 ans, ses parents divorcèrent et le spectacle familial prit fin. Du jour au lendemain, plus de scènes, plus de lumière, plus d'argent. Bruno, son père et son frère dormaient où ils pouvaient, parfois dans une Cadillac jaune de 1993, parfois sur les toits de Waikiki, et même une fois dans un ancien zoo d'oiseaux abandonné où les paons criaient toute la nuit. Ils n'avaient pas de vraie salle de bain, alors ils se faufilaient dans les piscines des hôtels pour prendre une douche. Le dîner se résumait souvent à du spam acheté chez 7-Eleven. Pendant 5 mois, ils ont été privés d'électricité. Il s'entraînait à la guitare au clair de lune, faute de moyens pour acheter des amplis. À l'école, les autres se moquaient de lui parce qu'il portait des vêtements de friperie, mais Bruno persévérait. Il gagnait 75 $ par soir en imitant Michael Jackson, ce qui lui permettait de payer ses maquettes et ses tickets de bus. Cette épreuve l'a endurci. En 2003, des maisons de disques ont écouté sa démo et ont affirmé qu'il serait le prochain Ricky Martin. Elles voulaient qu'il chante en espagnol, même s'il n'écrivait pas dans cette langue. Il ne voulait pas de ça. Il ne voulait pas être réduit à l'image qu'une maison de disques se fait d'un artiste latin, alors il a choisi un nom qui lui venait de son enfance, Bruno. C'était en hommage à un grand catcheur du nom de Bruno Sammartino, et il a ajouté Mars. Pourquoi? Parce qu'une fille lui avait dit un jour qu'il était tellement sûr de lui qu'il devait venir de Mars. Lorsqu'il a déménagé à Los Angeles en juin 2003, il avait 18 ans. Il est descendu de l'avion avec seulement 6 cents, 3 maquettes et le nom de Bruno Mars inscrit sur son étiquette à bagages. Durant sa première année, il a déménagé 4 fois, notamment dans un motel à 40 $ la nuit sur Sunset Boulevard et dans un studio exigu de Koreatown qu'il partageait avec 6 autres gars. Pour survivre, il a menti pour se faire embaucher sur Van Nuys Boulevard alors qu'il n'avait jamais touché à du matériel de DJ. Il a été viré après 2 nuits, mais les 75 $ gagnés lui ont permis d'éviter la coupure de son forfait téléphonique. Cet été-là, il y a eu des semaines où il ne mangeait que des tacos à 90-900 de chez Jack in the Box. En février, 2004 Motown lui a proposé un contrat. Il ne faisait que 3 pages. Bruno plaisanta en disant qu'il avait déjà vu des menus de petit déjeuner plus épais que ça. La maison de disques ne savait pas quoi faire de lui. Il voulait un chanteur de pop latine. 9 mois plus tard, ils l'ont renvoyé sans même avoir sorti un seul morceau. C'était humiliant.
Il avait déjà annoncé à sa famille qu'il avait signé un contrat, mais cet échec s'est finalement révélé une chance. Un autre artiste, Philip Lawrence, a également fait appel à Motown à la même époque. Les deux hommes sont devenus amis et se sont promis de créer une musique que les maisons de disques ne pourraient ignorer. En 2006, Bruno et Philip étaient fauchés mais déterminés. Ils composaient à l'arrière de la vieille Toyota Corolla 99 de Philip Garry devant un petit studio à Hollywood. Harry Levin dirigeait ce studio. Il avait du matériel. Bruno et Philip avaient des idées. Ils lui achèteraient des burritos chez 7-Eleven en guise de paiement. Dès qu'un accord ou un rythme leur plaisait, ils s'écriaient « C'est un smeeze ». C'est ainsi qu'ils ont trouvé leur nom, les Smeezington. Ils travaillaient 10 heures par jour, 6 jours par semaine, à analyser les tubes et à apprendre à composer les leurs. Ils ont étudié plus de 1-0 chansons avant même d'en sortir une seule. C'est alors que la sœur de Bruno Hemy est intervenue. Elle travaillait dans la mode à West Hollywood et a glissé l'une de ses maquettes à un certain Mike Lynn. Mike travaillait pour Dr. Dre. Au début, il a failli jeter le CD car la voix lui paraissait bizarre comme celle d'un écureuil. Mais à 43 secondes, Bruno a atteint une note aiguë qui a fait s'arrêter Mike et l'a fait rembobiner. Il a fait venir Bruno pour une réunion au studio Record One. Ils ne lui ont pas proposé de contrat, mais le simple fait qu'une personne influente l'ait remarqué a donné un véritable coup de pouce à Bruno. À Los Angeles, être vu par la bonne personne peut tout changer. Pour survivre, ils ont vendu une chanson qu'ils avaient écrite pour eux-mêmes, intitulée « Lost to Minuto » pour 20 $. Cela leur a tout juste permis d'éviter de se faire expulser de leur logement. Mais leur grande chance est arrivée lorsqu'ils ont écrit le refrain de « Right Round » de Florida. La chanson s'est hissée à la première place des charts et s'est vendue à 636 000 téléchargements dès sa première semaine. C'était un record numérique à l'époque. Ils ont ensuite composé Nothing on You de B.O.B. qui a connu un autre succès. Au moment de la sortie de Just the Way You Are en 2010, les titres auxquels Bruno avait contribué s'étaient déjà vendus à plus de 15 millions de téléchargements pour d'autres artistes. Bruno Mars n'a pas connu un succès fulgurant du jour au lendemain. Son parcours solo a débuté avec un EP confidentiel intitulé It's Better If You Don't Understand. Sorti le 11 mai 2010, l'album est passé presque inaperçu. 13 minutes seulement, 4 titres à peine. Fin 2011, il ne s'était vendu qu'à 27 000 exemplaires aux États-Unis. Ça paraissait insignifiant, voire oubliable. Pourtant, ce court EP recelait des morceaux qui allaient devenir la base d'un projet bien plus ambitieux. 5 mois plus tard, seulement le 4 octobre 2010, il sortait Do Wops and Hooligans. Ce disque a fait un carton. Réalisé avec un budget de 70 000 $ sans aucun sample emprunté, il a été certifié 7 fois disque de platine aux États-Unis et a dépassé les 15 millions d'exemplaires vendus dans le monde en 2020. Au Royaume-Uni, seulement il est resté classé dans les charts officiels pendant 400 semaines consécutives. Cela fait près de 8 ans plus longtemps qu'Abbey Road ou même Thriller. Puis vinrent les singles. Son premier Just the Way You Are entra au Billboard Hot 100 le 7 août 2010 et atteignit la première place seulement 8 semaines plus tard. Elle est restée dans les charts pendant 48 semaines et a été certifiée 13 fois disque de platine. Aux États-Unis seulement, elle s'est vendue à 6,7 millions de téléchargements, se hissant ainsi parmi les 25 meilleurs titres numériques de tous les temps. Puis est arrivée Grenade. Elle a cumulé 559 000 téléchargements durant sa meilleure semaine, ce qui représentait alors le 8e meilleur total hebdomadaire de l'histoire de la musique. Non seulement elle s'est hissée à la première place aux États-Unis, mais elle a également dominé les classements dans 15 pays. Et ce n'était pas tout. Entre janvier et mars, 2011, Grenade a atteint la première place du Billboard à 3 reprises, un exploit réalisé seulement par 5 autres chansons. En mars 2011, Bruno Mars comptait 2 titres
ayant chacun dépassé les 5 millions de ventes aux États-Unis. La seule autre artiste à avoir réalisé cet exploit avant lui était Lady Gaga. L'industrie musicale l'a remarqué. Les Grammy Awards lui ont accordé 7 nominations dès sa première année, dont celle d'album et d'enregistrement de l'année. Aucun artiste solo masculin n'avait obtenu un tel résultat depuis Lauryn Hill. Il n'a pas remporté les prix les plus prestigieux, mais il est reparti avec celui de la meilleure interprétation vocale pop masculine pour Just the Way You Are. À seulement 25 ans, il était le plus jeune artiste à recevoir cette récompense depuis Stevie Wonder en 1974. Peu après, Billboard l'a classé parmi les 100 meilleurs artistes du Hot 100. L'EFPI l'a désigné comme l'artiste ayant vendu le plus de disques au niveau mondial en 2011, surpassant même la forte progression d'Adele en fin d'année. Mais il n'avait pas dit son dernier mot. L'album Locked Out of Heaven est sorti en octobre 2012. Son démarrage a été lent avec une entrée dans les charts à la 34e place. Puis, il a grimpé. En seulement 11 semaines, le titre a atteint la première place et y est resté 6 semaines consécutives du 22 décembre 2012 au 26 janvier 2013. Bruno est ainsi devenu le premier artiste solo masculin depuis Bobby Vinton en 1964 à classer 4 titres numéro 1 au Hot 100 durant ses 2 premières années de carrière. Même Michael Jackson n'y est pas parvenu. Les ventes ont suivi la même tendance. Le titre a atteint le million de téléchargements aux États-Unis en seulement 10 semaines et a finalement été certifié 10 fois disque de platine. Les écoutes sur Spotify ont ensuite dépassé les 1,8 milliard. Les critiques ne l'avaient pas vu venir. Rolling Stone l'a qualifié de renaissance policière inattendue mais nécessaire. Ce rythme reggae rock a rompu la monotonie de l'EDM qui dominait les charts. En moins de 4 minutes, Bruno a bouleversé le paysage sonore de la radio pop. Au départ, l'album Unorthodox Jukebox ne se voulait pas débrider. La maison de disques attendait un album dance percutant et efficace. Mais Bruno et son équipe ont secrètement élargi leur vision. Ils ont augmenté le budget et exploré 9 genres différents, des paillettes disco de Treasure au rock audacieux et sensuel de Gorilla, en passant même par le reggae avec Show Me sous le label Panic. Une note de service prévenait que les radios ne diffuseraient pas un album aussi chaotique. Bruno n'a pas reculé. Il a même renoncé à 4% de ses futurs droits d'auteur pour financer des instruments à vent et du matériel vintage. Le pari s'est avéré payant. En moins d'1 an, l'album s'était vendu à 6 millions d'exemplaires dans le monde. La critique était stupéfaite. Le magazine Spin a déclaré que l'écouter donnait l'impression de feuilleter un jukebox à 3 heures du matin. Chaotique, mais magnétique. Et la formule hybride de Bruno, mélangeant les genres, sera plus tard reprise par des artistes comme Dua Lipa et Harry Styles. Les Grammy Awards de 2014 ont offert un spectacle explosif. Unorthodox Jukebox a remporté le prix du meilleur album vocal pop ainsi que 2 autres récompenses. Les ingénieurs du son ont révélé que chaque morceau utilisait plus de 120 pistes audio individuelles, un record parmi les albums nominés cette année-là. Un nombre supérieur même à celui de Random Access Memories de Daft Punk. Le soir même, pendant son spectacle Gorilla, une plainte fut déposée auprès de la FCC concernant un plan de 0,6 secondes montrant Bruno se frappant la poitrine. Ce geste était censé imiter un gorille. Aucune amende ne fut infligée, mais cela lui valut une place dans le livre Guinness des records. 2015 pour la prestation télévisée la plus courte, ayant déclenché une enquête pour obscénité. Après les Grammy Awards, les ventes ont explosé. L'album Unorthodox Jukebox a bondi de 171% dans le Billboard 200. Il s'agissait de l'une des plus fortes hausses enregistrées lors de la semaine des Grammy Awards depuis Alanis Morissette dans les années 90, puis 20 Uptown Funk. Tout a commencé par une jam session le 1er mai 2014 dans un studio improvisé. La première version a été enregistrée sur un mémo vocal que Mark Ronson conserve précieusement dans sa boîte de réception.
La version finale a nécessité la collaboration de 11 auteurs, s'est retrouvée mêlée à 5 procès et est finalement sortie le 10 novembre 2014. Elle s'est hissée directement à la première place des charts et y est restée pendant 14 semaines du 17 janvier au 18 avril 2015. Il s'agissait du plus long règne en tête des charts de la décennie jusqu'à l'arrivée de Old Town Road. Le titre a atteint 300 téléchargements par semaine à son apogée et 15 millions d'écoutes quotidiennes en streaming à travers le monde. Au Royaume-Uni, il a dépassé le million de ventes en 10 semaines, devenant ainsi le single d'inspiration jazz le plus rapidement vendu depuis I Feel Good en 1965. Le public était conquis. Delta Airlines a même enregistré une hausse de 37% des commandes de boissons en première classe le mois où la chanson est devenue son hymne d'embarquement. Au sein de la compagnie, on l'a surnommé Uptown Drunk. La BBC a même utilisé le tempo de la chanson pour enseigner les gestes de premier secours lors d'une émission en 2015. Mais son prochain grand projet a failli ne jamais voir le jour. Lorsque Bruno a remis 24K Magic en 2016, le label n'a pas été convaincu. L'album ne comportait que 9 titres et durait 33 minutes, soit moins que certains EP. Mais Bruno était inflexible. Il voulait que l'album sonne comme une compilation de soirées des années 90 sans aucun morceau à sauter. Le 28 janvier 2018, lors des Grammy Awards, ce fut un triomphe. 24K. Magic a remporté les prix de l'album de l'enregistrement et de la chanson de l'année, devenant ainsi le deuxième album R et B du siècle à réaliser ce triplé. Il a raflé 6 récompenses en une seule soirée. Le succès fut immédiat. Les écoutes de That's What I Like ont bondi de 130% et le titre a finalement été certifié 7 fois disque de platine. En avril 2018, l'album avait dépassé les 5 millions de ventes mondiales, même s'il n'a jamais atteint la première place du Billboard 200. La tournée qui a suivi a été tout aussi mémorable. La tournée mondiale 24K Magic a débuté le 28 mars 2017 à Anvers et s'est achevée le 30 décembre 2018 à Honolulu. Elle a comporté 215 concerts sur 6 continents. En Nouvelle-Zélande, il a battu le record de Beyoncé en vendant 48 583 billets à Auckland, soit 400 de plus qu'en 2016. À la fin de la tournée, 3,5 millions de billets avaient été vendus et 367,7 millions de dollars de recettes avaient été engrangés, ce qui la place parmi les 10 tournées les plus lucratives de tous les temps. Elle a même dépassé les recettes de la tournée originale Joshua Tree de U2 et du Monster Ball de Lady Gaga. Chaque morceau de 24K Magic a été conçu avec un souci du détail hors du commun. L'intro à la talkbox du titre éponyme rappelle Computer Love 1987. Les synthés suaves de Versace On the Floor évoquent les classiques de Babyface 1994. Le remix de Finesse avec Cardi B a été mixé sur une console vieille de 25 ans pour recréer le son du début des années 90. Même le nombre de 9 titres n'était pas aléatoire. Bruno a confié que sa cassette préférée, Don't Be Cruel, de Bobby Brown, contenait 9 chansons par face. Les critiques ont adoré. L'un d'eux a qualifié l'album de « leçon d'histoire la plus précieuse de la pop ». D'autres ont salué son rôle dans le retour du funk au premier plan à une époque où tout tournait autour des drops EDM. Et pourtant, il nous réservait encore des surprises. En septembre 2018, Bruno a enregistré le refrain de Wake Up in the Sky de Gucci Mane en moins de 30 minutes. Le morceau est sorti le 14 septembre. Elle a culminé à la 11e place, mais son succès s'est prolongé. En juillet 2025, elle était certifiée 6 fois disque de platine et cumulait 1,4 milliard d'écoutes sur Spotify, plus que de nombreux tubes numéro 1 de cette année-là. Il était tard dans la nuit à Las Vegas.
Le Dolby Live Theatre était plein à craquer, à 23h47. Bruno Mars fit son entrée sur scène vêtu d'un smoking doré. Un silence de mort s'installa dans la salle. Puis il l'a dit, « Silk Sonic existe bel et bien. » Quelques secondes plus tard, la musique a commencé. Une douce ballade vintage a empli la pièce. La chanson s'intitulait « Leave the Door Open ». Et à 0 heures, un précise, elle est sortie pour le plus grand plaisir du monde entier. Les gens ne l'ont pas seulement appréciée, ils l'ont adorée. Elle s'est hissée directement à la 4e place du Billboard, puis a atteint la première place en seulement 4 semaines. Elle y est restée pendant 2 mois entiers. À la mi-2022, la chanson avait été écoutée plus de 2,3 milliards de fois sur Spotify. Silk Sonic n'était pas seulement un groupe réel, il était irrésistible. 1 an plus tard, ils montaient sur la scène des Grammy Awards. Tous deux portaient un smoking blanc. Derrière eux se tenaient 18 musiciens à cordes. Et tel un roi, Bootsy Collins trônait sur un siège de velours. À la fin du morceau, la foule se leva d'un seul élan. Ce soir-là, Leave the Door Open a remporté les prix de l'enregistrement de l'année, de la chanson de l'année et de la meilleure performance R&B. Leur album, An Evening with Silk Sonic, est sorti en novembre. Il a été enregistré à l'ancienne. Une seule pièce, aucun logiciel sophistiqué, tout en analogique. Le son était digne de 1973. Dès la première semaine, plus de 104 0 exemplaires vinyles ont été vendus. Il s'agissait du plus gros lancement vinyle pour un artiste R&B depuis plus de 30 ans. Tout avait été réalisé avec soin. Pour un seul morceau, Bruno a enregistré 6 versions différentes de la caisse claire. Le dernier solo de batterie d'Anderson Punch Pack sur l'album 777 a été enregistré à 3h07 du matin après des heures d'improvisation arrosées de tequila. Une seule prise a suffi. Fin 2022, la tournée de Silk Sonic avait rapporté près de 145 millions de dollars en seulement 37 concerts. Cela représente près de 4 millions de dollars par soir. Certains fans ont déboursé jusqu'à 500 $ pour un seul billet. Pas mal pour un groupe qui mise sur un son rétro à l'ère du numérique. Puis vint la surprise. Le 16 août 2024, Bruno envoya un message. 20h heure du Pacifique, prévoyez des mouchoirs. Personne ne savait à quoi s'attendre. Quelques minutes plus tard, Lady Gaga sortait « Die with a Smile ». Le titre était partout. En une seule journée, il a battu des records de streaming avec 27,4 millions d'écoutes. C'était bien plus que « Easy on Me » d'Adele. Le clip avait des allures de film. Il avait été tourné en 16 mm. Tout était en noir et blanc. 2 voient seulement un lustre et des bribes de morse que les fans ont plus tard traduites en « One Last Dance ». La chanson a dominé les charts pendant 18 semaines consécutives et a été certifiée multiplatine dans 32 pays. Mais ce n'était pas seulement populaire, c'était une véritable machine à fric. Durant sa meilleure semaine, elle a rapporté près d'1 million de dollars par jour en édition. Chaque seconde de cette chanson valait plus de 11 $. Aux Grammy Awards de 2025, Bruno et Gaga l'ont interprété accompagné d'une chorale gospel. Quand Bruno a atteint une note longue et puissante qui a duré plus de 11 secondes, on l'a surnommé le saxophone humain. Ce moment a fait le buzz sur Twitter. Mais le plus fou, la prise de voix finale a été enregistrée en une seule fois. Il était 4h12 du matin. Bruno venait de fracasser une bouteille de tequila contre le mur du studio. On entend clairement le verre se briser à 3 minutes 18 secondes. Il a gardé ce passage expliquant que cela donnait un côté plus authentique à la chanson. Ensuite, il y a eu APT, un titre en duo avec Rosé de Blackpink. Elle a dévoilé un extrait de 9 secondes à la guitare sur TikTok. En moins de 12 heures, 42 millions de personnes l'avaient visionné. À sa sortie, le morceau s'est hissé à la 3e place du Billboard Hot 100, signant ainsi le meilleur démarrage de l'histoire pour un duo féminin de K-pop. La vidéo, avec ses néons et ses couleurs clignotantes, a atteint 100 millions de vues sur YouTube en seulement 19 heures. Un record absolu. 9 mois plus tard,
au SoFi Stadium Rosé se produisait lorsque les lumières se sont éteintes. Puis Bruno est apparu. Le stade a explosé. Les sonomètres ont indiqué un niveau sonore supérieur à celui d'un réacteur d'avion pendant que les deux interprétaient APT. Au total, 1,2 tonnes de confetti s'est abattu sur la ville. Le soir même, Spotify a enregistré une hausse de 300 favoris, soit une augmentation de plus de 80% des écoutes en streaming pour le titre. Près d'un an après sa sortie initiale, il se retrouvait soudainement en tête des classements. On se demandait ce que signifiait APT. Finalement, Bruno l'a expliqué, cela voulait dire After Party Tango. Il a expliqué que la chanson était inspirée d'une nuit à Buenos Aires en 2019, où lui et Rosé avaient dansé jusqu'au lever du soleil. Il existe une vidéo, mais elle est verrouillée sur le téléphone de Bruno. Seul Rihanna a-t-il plaisanté cette comment l'ouvrir. En août 2025, la chanson avait été écoutée plus de 3 milliards de fois en streaming et le duo avait généré 48 millions de dollars de ventes de produits dérivés supplémentaires pour la tournée mondiale de Blackpink. L'influence de Bruno, tous genres confondus, ne cessait de croître. Mais derrière les projecteurs et les records, une histoire plus personnelle se déroulait. Au printemps 2011, bien avant les Grammy Awards, et les tournées, Bruno a rencontré Jessica Cabane dans le restaurant d'un hôtel à New York. Elle revenait d'un casting de mannequin. Ils venaient de terminer un concert. Leurs regards se croisèrent. Pendant 40 minutes, il resta immobile. Puis, finalement, il s'approcha. Ils ont discuté jusqu'à 2 heures du matin, bien après que les chaises aient été empilées et les lumières éteintes. En moins d'1 an, elle a tout quitté et a traversé le pays pour le rejoindre. Au début, elle dormait sur un matelas pneumatique pendant qu'il faisait le tour du monde. Mais, peu à peu, ils se sont construits une vie. En 2014, ils avaient une maison à Studio City et un chien nommé Geronimo. Bruno n'en parlait jamais beaucoup. Il l'a qualifié de « mon rock » une seule fois lors d'une interview, puis il est passé à autre chose. Même pour la chanson déchirante « When I Was Your Man », il est resté très discret. Il a dit que c'était comme si on avait saigné sur bande magnétique. On a supposé qu'il l'avait écrite pendant une période difficile avec Jessica. Elle assistait rarement aux événements. En 13 ans seulement, 3 tapis rouges, puis plus rien. Fin 2024. Les fans ont remarqué quelque chose d'étrange, ses publications d'anniversaire avaient disparu. Quelques jours plus tard, Bruno s'est envolé seul pour Tokyo. Il portait le collier en or qu'elle lui avait offert, mais il l'avait mis à l'envers pour cacher ses initiales. Puis, en janvier 2025, un commentaire est apparu sous une photo de Jessica à la plage. Un fan lui demandait si elle et Bruno s'étaient séparés. Elle a répondu « Je me réjouirai toujours de tous ses succès futurs. » Un simple encouragement à distance, 15 mots à peine. Mais cela a suffi à enflammer la toile. Les gens ont commencé à enquêter. Elle a passé Noël avec ses parents à San Juan. Il a joué le soir du Nouvel An à Las Vegas. C'était leur premier mois de décembre séparés depuis plus de 10 ans. Selon certaines sources, ils vivaient séparément. D'autres disaient qu'il avait essayé d'arranger les choses, mais qu'il avait préféré prolonger ses spectacles à Las Vegas. Mais voici le plus étrange, ils n'ont jamais confirmé leur rupture. Elle le suit toujours sur Instagram. Il continue d'aimer ses publications concernant sa ligne de vêtements. Ils sont toujours copropriétaires de la maison. Certains disent qu'elle loge dans la chambre d'amis lorsqu'elle est en ville. Certains ont même affirmé l'avoir aperçue en coulisses lors d'un de ses concerts en mai, mais aucune photo n'a jamais été publiée. Tout a commencé le 15 mars 2024. News Nation a diffusé un reportage à ce sujet sans citer de source, mais cela n'a eu aucune importance. L'affirmation était tellement absurde qu'elle a fait grand bruit. Selon eux, Bruno Mars devait environ 50 millions de dollars à MGM Resorts après avoir accumulé des dettes de jeu. Et pour rembourser cette somme, il se serait rendu sur scène pour ses spectacles dans les parcs MGM. En quelques heures, Internet s'est enflammé. Les blog people ont relayé le chiffre sans sourciller. Sur Reddit, les discussions ont explosé, certains affirmant que MGM était désormais à sa merci. Les talk shows s'en sont emparés.
Shannon Sharpe a même raconté à son public avoir entendu dire que Bruno avait perdu 17 millions de dollars en une seule soirée à une table de blackjack. Que ce soit vrai ou non, peu importait. L'image était trop parfaite. Une star internationale de la pop chantant les louanges de l'or et des richesses secrètement prisonnières d'une montagne de dettes de casino. De quoi faire le buzz. En 2 jours seulement, le hashtag Bruno Brute était partout. Et l'expression « dette de 50 millions de dollars de Bruno Mars » apparaissait soudainement dans plus de 4 millions de résultats Google. Tout cela découlait d'une seule et unique allégation anonyme. Le jour même, MGM Resorts a réagi promptement. Non pas par des déclarations vagues et opportunistes, mais par un communiqué clair et direct. Ils ont affirmé à Forbes et Billboard que Bruno ne leur devait rien. Ils ont déclaré n'avoir aucune dette. Ils ont même affirmé que leur relation était fondée sur le respect mutuel. Et ils ont tenu à rappeler à tous que Bruno était l'un des meilleurs artistes au monde. Il ne s'agissait pas seulement de préserver son image. La MGM avait des raisons plus importantes. Si le public croyait vraiment que sa vedette était criblée de dettes, cela risquait d'inquiéter les investisseurs. Cela pourrait même soulever des problèmes juridiques. Certains murmuraient déjà que MGM avait orchestré cette histoire pour vendre plus de billets. Mais leur démenti officiel a été suffisamment clair pour mettre fin à cette théorie. En 3 jours, de grands médias comme Variety ont repris leur déclaration mot pour mot, et le cours de l'action MGM est resté stable. Wall Street, semble-t-il, les avait crus. Bruno, lui, n'a pas publié de communiqué ennuyeux. Il a transformé toute cette histoire en plaisanterie. Lors de son concert au parc MGM, le 12 avril, il a regardé la foule et a déclaré très sérieusement « Depuis qu'ils m'ont dit que je devais payer 50 millions, mon téléphone est à sec. Où sont mes amis quand je suis sur scène? La foule a rugi. » Ce moment a été filmé, partagé et visionné plus de 6,8 millions de fois sur TikTok en une seule journée. Quelques mois plus tard, le 28 janvier 2025, Spotify annonçait qu'il venait d'atteindre les 150 millions d'auditeurs mensuels. Bruno a republié la vidéo avec la légende « Continuez à streamer, je serai remboursé de mes dettes en un rien de temps ». 2 semaines plus tard, il a surpris tout le monde en apparaissant sur scène avec Rosé de Blackpink au Sophie Stadium. Sa première phrase, presque à court d'argent, a été directement publiée sur Instagram et a cumulé 32 millions de vues en seulement 3 jours. À chaque fois qu'il en plaisantait, l'histoire perdait de son impact. Et à chaque fois qu'il disait quelque chose, les gens la partageaient. Cela lui a offert une publicité gratuite pour ses concerts et ses chansons. Pourtant, il y avait une raison pour laquelle tant de gens y ont cru dès le départ. Le chiffre 50 millions de dollars paraissait énorme, mais pas impossible. À Las Vegas, les gros joueurs misent souvent 50-0 $ sur une seule main de blackjack. Si quelqu'un comme Bruno perdait une telle somme seulement, un 0 fois sur quelques années, le total atteindrait 50 millions de dollars. Des spécialistes des méfaits du jeu l'ont souligné, affirmant que le calcul était en réalité logique. Bruno lui-même avait admis par le passé avoir commencé à jouer avant même d'avoir l'âge légal et avoir même tout perdu au poker. Cela a rendu la rumeur encore plus crédible. Ajoutez à cela ses revenus faramineux, il gagnerait 1,5 million de dollars par spectacle, soit environ 90 millions de dollars par an. Et il n'était pas difficile pour les fans de l'imaginer vivre comme un Sinatra des temps modernes, gagnant et perdant fortune sous le même toit illuminé au néon.